Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner la vidéo FAQ un peu plus perso, puisque je vous avais dit dans la première que j'avais faite, qui était vraiment spéciale colo, que je vous tournerais une deuxième FAQ parce que sinon ce serait beaucoup trop long, puisqu'on va poser 3 questions perso. Donc là, vous dites 3 questions, ça va être vite fait, mais sauf que parmi elles, il y en avait une pour laquelle je suis obligée voilà, de développer un petit peu. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée, comme ça, ceux que ça intéresse pas, et bah, vous passez votre chemin, et puis bah, ceux que ça intéresse, écoutez, bienvenue. Et puis ensemble, on va colorier, enfin ensemble, je vais colorier, et je vais colorier dans le petit carré art déco. Je suis en train de faire un colo pour ma pack de Marine Art. Ce colo, c'est... je vais le trouver, c'est celui-là. Alors, il est affreux pour le moment. Donc le fond, je me suis un petit peu foirée, mais bon, c'est pas grave, je vais rattraper ça. Donc j'ai déjà mis un peu de doré, et puis en plus je pense faire un petit effet là avec une éponge, de l'aquarelle. On verra ce que j'arrive à refaire. J'ai déjà fait les cheveux, et puis bah écoutez, ensemble on va faire la robe. Je prends ma petite gomme mi-teint, parce que vous voyez la robe elle a la pris cher par rapport à Blanche-Neige, puisque je pense que j'ai fait un... Je sais pas trop pourquoi ça s'est appuyé autant. Ça a beaucoup transféré. Là en plus j'ai fait n'importe quoi, je débordais. Franchement, ce début de colo c'est vraiment n'importe quoi. Là je viens de faire une trace, je vois, ou alors elle était déjà là. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas... Voilà, ça ne sera pas le colo du siècle, mais c'est pas grave. Hein, c'est le petit carré comme ça, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc parmi les questions qu'on m'a posées, je vais commencer par celles pour lesquelles je ne vais pas spécialement développer. Donc la première, c'était quel est l'endroit qui me fait rêver? Alors là, l'endroit qui me fait rêver, c'est tout simplement l'endroit où je vis. Voilà, j'ai la chance de vivre dans l'endroit que je juge, hein, de façon complètement subjective, le plus beau du monde, qui est donc le Pays Basque. Le Pays Basque, pour moi, voilà, c'était un rêve, puisque moi j'ai grandi en région parisienne. Et bon voilà, après j'avais de la famille ici, donc je connaissais bien le coin. Et c'est vrai que pour moi, voilà, c'est l'endroit le plus parfait du monde. Voilà, entre mer, montagne, forêt, avec le climat, un climat doux l'hiver et aussi assez frais l'été. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette région. Je suis ravie de pouvoir y vivre et de pouvoir y élever mes enfants. Voilà, pour moi, c'est l'endroit le plus beau du monde. Voilà, parce que les plages sont jolies, parce que voilà, tout ça. J'aime beaucoup ma région, donc tant mieux, hein, vous me direz, puisque c'est là que je vis. Sinon, un endroit, voilà, j'ai interprété la question comme ça, mais peut-être c'était un endroit où je rêve d'aller, je sais pas trop. Donc si c'est un endroit où je rêve d'aller, j'aimerais bien, si un jour mes finances me le permettent et que la pandémie se calme, quand mes enfants seront un peu plus grands, je vais donc attaquer la peau, enfin continuer la peau plutôt. Quand mes enfants sont un peu plus grands, j'aimerais bien voilà, leur permettre de faire un safari, puisque moi j'avais fait ça quand j'étais plus jeune. Un safari, moi j'avais fait entre la Tanzanie et le Kenya, et c'est vrai que c'est un voyage qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait fait rêver, et j'aimerais bien voilà, pouvoir leur transmettre ça, si ça les émerveille aussi autant que moi. Voilà. C'est un truc qui m'avait vraiment marqué, donc j'aimerais bien leur faire ça. Peut-être pas au Kenya ou en Tanzanie, ou peut-être plutôt Afrique du Sud, enfin je sais pas trop encore, mais voilà, c'est vrai que j'y pense. Après, mon conjoint, il n'aime pas trop prendre l'avion. Donc pour le moment, je pense que c'est plus lui qu'il faudra convaincre. Et puis, bah, surtout, faire des économies, quoi, accessoirement, parce que ça coûte très très cher. Sinon, si la situation géopolitique s'améliore cette fois-ci, j'aimerais bien aussi leur faire une croisière sur le Nil, parce que je trouve que voilà, c'est un voyage qui fait rêver. Et sinon, voilà, plus à portée de main, on va dire, j'aimerais beaucoup voyager en Islande. C'est un pays qui me fait rêver, depuis longtemps. Je lisais beaucoup les polars là, de Arnaldur Indridason, je crois que c'est ça le nom de l'auteur, il me semble. Ou alors c'est le nom de l'enquêteur, ça? Je sais plus. En tout cas, voilà, je lisais des polars islandais, et c'est vrai que voilà, j'avais très envie de découvrir cette culture un peu mieux, donc voilà. Peut-être, si un jour la situation me le permet, je ferai un voyage en Islande. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce que tes enfants s'entendent bien? Alors, mes fils s'entendent bien, ils se chamaillent pour voilà, s'approprier des affaires, mais sinon, dans l'ensemble, si on achète tout en double, tout se passe très bien. Avec leur sœur, parfait. Enfin, ils sont vraiment, pour le coup, ce sont deux grands frères vraiment sympas. C'est-à-dire que voilà, si elle pleure, bah, ils vont tout de suite lui donner ce qu'elle veut. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de conflit pour le moment entre eux, donc j'espère que ça va durer, même si je sais très bien que
Voilà, il y a forcément des conflits, dans les fratries, c'est normal, hein, et on s'y attend, mais pour l'instant, en tout cas, ça va. On a la chance qu'il y ait pas de jalousie pour le moment, encore une fois, parce que ça peut très bien arriver, hein, mais pour le moment, il y a pas de jalousie, entre eux. Ils s'entendent bien tous, donc écoutez, on croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible, même si en soi, se disputer avec ses frères et sœurs, je pense que c'est assez sain finalement, hein, parce qu'il faut bien un moment, enfin, c'est avec eux que vous apprenez finalement les relations sociales, donc bon, c'est pas plus mal de se fâcher un peu avec eux, hein, de temps en temps. Sans aller, trop loin non plus. Après, mes enfants, ils se disputent, hein, des fois pour un jouet notamment. Mais, globalement, on arrive quand même à désamorcer la crise assez facilement. Donc, voilà. Pour le moment, oui, ils s'entendent bien. Et donc la dernière question, qui a été très cash, mais pour laquelle il va falloir que je mette un peu de temps, pour expliquer parce que c'est assez long, c'était: «Qu'est-ce qu'elle a ta fille?» On peut pas faire plus cash que ça et en même temps, bah, voilà, c'est un peu normal. C'est vrai que depuis le début de ma chaîne, dans plusieurs vidéos, je vous ai dit: «Oui, ma fille a des soucis de santé» et puis, je vous dis pas ce que c'est et en même temps, je vous dis dans d'autres vidéos: «Oui, ça m'énerve, les gens qui disent des choses à moitié, soit tu dis quelque chose, soit tu dis pas du tout» et c'est vrai que pour le coup, bah, moi, je vous ai juste dit: «Voilà, des soucis de santé», je vous ai pas dit quoi donc je comprends que, pour certaines, voilà, la curiosité, pousse à poser la question et franchement, ça me gêne absolument pas d'en parler puisque c'est pas du tout tabou, hein. Mais c'est juste que je pensais pas que ça pouvait vous intéresser, voilà et puis après coup, en fait, pourquoi pas, hein? Peut-être qu'un jour vous serez confrontés, à la même chose que nous et vous serez bien content d'avoir, un petit témoignage, éventuellement donc voilà. C'est pas des pathologies qui sont très courantes qu'elle a mais enfin, pas pour toutes en tout cas, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai décidé de vous en parler, c'est aussi parce que, ça va bien aujourd'hui que je peux en parler, hein, soyons honnêtes. C'est-à-dire que vous m'auriez demandé d'en parler il y a 6 mois, je vous aurais dit: «Non» parce que tout simplement, bah, je connaissais pas encore, vraiment les tenants, les aboutissants de tout, même si encore, là maintenant c'est pas le cas, mais disons que j'étais beaucoup plus inquiète, on va dire pour même, on va dire pour son pronostic vital. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus sereine face à ça, donc je peux en parler plus librement et plus facilement. Donc ma fille elle est née en février 2020. Donc elle a aujourd'hui, 16 mois, quelque chose comme ça. Je compte plus les mois. C'est vrai quand vous avez, votre premier enfant, vous êtes à fond sur les mois et tout, et puis après, le deuxième encore un petit peu et le troisième vous zappez total. En tout cas voilà, elle a eu, 16 mois là, récemment et donc quand elle est née, tout allait bien, hein, la grossesse s'était bien passée, mais au moment de sortir de la maternité, vous avez un pédiatre, donc pour celles qui ne savent pas parce qu'elle n'est pas encore accouchée, vous avez un pédiatre qui vient voir votre bébé et qui estime si vous pouvez sortir ou non et donc bah, nous, la pédiatre elle est passée, donc on n'était pas du tout inquiets parce que, bah, on a déjà vécu ça 2 fois avant ma fille, donc voilà et en fait, en écoutant, son cœur, elle nous a dit: «Ah, j'entends un souffle». Pour nous, ça voulait, tout et rien dire, un souffle au cœur. Enfin, évidemment, on s'inquiétait parce que, bah, on connaît pas cette pathologie, on sait pas à quoi ça correspond et surtout, ils nous ont dit tout de suite: «On va faire une écho, en urgence» et voilà, on sait tous, hein, quand dans les hôpitaux, on vous prend pour une échographie dans les 5 minutes, c'est globalement que quand même ça doit être, quelque chose de grave. Donc sachant que moi j'étais juste au J3, donc pour celles qui ont accouché et qui, ont connu un baby blues, vous savez. Pour les autres, eh ben, je vous laisse pas de suspense et je vous explique. En fait, moi, pour mes 3 enfants, ça a pas loupé. C'est-à-dire qu'au 3e jour post-accouchement, eh bien, je pleure. À savoir que je suis pas quelqu'un de sensible du tout. Et pourtant, et ben, à ces moments-là, suite à mes accouchements, je chiale, quoi. C'est-à-dire que, enfin, je chiale. Je ne chialerai plus puisque je n'aurai plus d'enfants normalement. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout me fait pleurer. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire tomber un truc par terre alors que je m'en ficherais royalement dans mon quotidien. Là, je pleure. Enfin, voilà, c'est un truc, à chaque fois j'étais comme ça. Donc vous imaginez bien quand vous êtes dans cet état-là, où vous avez la larme facile et qu'en plus on vous annonce que votre bébé a une malformation cardiaque, vous n'êtes pas bien quoi. Donc on a fait une première échographie avec un pédiatre en néonatologie. Donc lui il nous a dit voilà, bon, bah, il a fait une échographie, il nous a dit moi je suis pas cardiologue donc voilà je vais vous dire s'il y a quelque chose vraiment et s'il y a quelque chose il faudra aller voir un cardiologue, mais dans l'enceinte de l'hôpital, hein, ils allaient nous prendre eux-mêmes rendez-vous, c'était pas à nous d'attendre quoi que ce soit, enfin voilà, ils nous organiseraient ça. Donc il a vu effectivement qu'il y avait un trou quelque part, il savait pas trop où c'était. Donc il a préféré nous faire une échographie par le cardiologue. Donc on devait sortir ce jour-là, finalement on n'est pas sorti. Et on a vu le cardiologue le soir, il devait être 21h et c'est pour ça que maintenant, avant quand j'allais à l'hôpital et que les rendez-vous c'était jusqu'à 17h, je me disais: «Oh mais quand même, c'est abusé, il pourrait recevoir des patients après, gni gni». Mais en fait maintenant je me rends compte que c'est pour les gens qui sont dans l'enceinte de l'hôpital que les médecins restent en fait, hein, ils s'en vont pas, glandouiller chez eux. Voilà, donc ça c'est quelque chose,
que j'ai appris au cours de ces derniers mois. Donc voilà, donc il nous a reçus, il a été au top, franchement, il nous a dit tout de suite, bon voilà, moi je parle pas pendant l'entretien, enfin pendant l'examen, donc ne prenez pas peur. Voilà, voilà. Enfin, il a été honnête en fait, et j'apprécie ça chez un professionnel de santé. Il y en a certains qui préfèrent voilà, qu'on essaye de rien dire, ou en tout cas d'en dire le moins possible. Moi, je suis de celles qui préfèrent qu'on leur dise la vérité parce que bah, j'aime bien m'y préparer tout simplement. Donc lui, il nous a dit voilà, qu'il ne parlerait pas pendant qu'il ferait l'examen et qu'ensuite il nous expliquerait tout en détail. Donc c'est ce qu'il a fait. Et ben, voilà, il n'a pas mâché ses mots, hein, c'est-à-dire qu'il a posé son appareil à échographie, il a posé ses lunettes, il nous a dit bon, alors il y a un trou, et c'est pas un petit trou. Du coup voilà, en fait elle avait une CIV, donc c'est un trou entre les deux ventricules, puisque vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, mais dans le cœur il y a 4 ventricules, donc 2 oreillettes, 4 ventricules, n'importe quoi, 4 cavités, 2 oreillettes dans 2 ventricules, et donc voilà, vous avez donc ce qu'on appelle une CIV, c'est une communication interventriculaire, ce qui veut dire qu'il y a un trou entre vos deux ventricules, donc c'est ce qu'avait ma fille, et il nous a bien dit voilà, c'est un gros trou. C'est pas urgent pour le moment, donc on va pas opérer maintenant, mais voilà, quand elle aura atteint les 6 kilos, on pensera à l'opération. Donc là, il nous a expliqué cash ce que c'était, l'opération à cœur ouvert, enfin tout ça. Il n'a pas du tout mâché ses mots, encore une fois. Et bah, c'est vrai que forcément, on était un peu sous le choc, quoi. Enfin, on venait d'apprendre qu'elle avait quelque chose, on était inquiets, et puis voilà, je pense que ça peut se comprendre. Mais lui, il m'a dit en tout cas, moi tout de suite, je me souviens, il m'a dit non mais vous pouvez lâcher les vannes, hein, allez-y, pleurez, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait, machin. Et bon, voilà, j'ai pas pleuré. J'étais très fière de moi, mais je n'ai pas pleuré devant lui, ni d'ailleurs après. En fait, on était un peu sous le choc, mais on se sentait bien accompagnés en fait, donc ça allait. Et puis voilà, le seul truc un peu à surveiller, c'était son poids, puisque du fait de ce trou, elle s'essoufflait très vite, puisqu'en fait, la conséquence de ce trou, c'est qu'il y avait 2 fois plus d'oxygène qui passait dans ses poumons. Ce qui veut dire qu'elle s'essoufflait vite, et comme j'ai allaité au sein, c'est quand même physiquement difficile pour les nourrissons. Et donc voilà, l'idée c'était qu'elle ne s'endorme pas trop sur le sein pour pouvoir bien grossir, pour pouvoir être opérée. Et bah voilà, tout simplement qu'elle grossisse comme un enfant normal. Donc on l'a beaucoup pesé les premiers temps, c'était très anxiogène. Et puis ensuite, il y a eu Covid. Sauf qu'avec sa pathologie, elle était considérée comme personne à risque. Et donc nous, on a passé notre confinement enfermés, vraiment enfermés. On n'a vu personne. Quand on allait faire les magasins, bon, je pense comme beaucoup d'entre vous, bah, c'était gants, désinfectants. Et après, on laissait les courses dehors pendant quelques heures. Enfin voilà, c'était vraiment très anxiogène comme période. Et puis voilà, on avait des suivis avec le cardiologue tous les mois. Et puis en fait, au mois d'août, il nous a dit pendant l'auscultation que c'était incroyable ce qui s'était passé entre les 2 mois finalement où on n'avait pas eu de rendez-vous, mais que le trou était en cours de pas rebouchage, mais en fait si vous voulez il y avait une espèce de petite membrane qui s'était formée au-dessus du trou, donc pas à boucher le trou mais au-dessus, qui fait que le shunt, donc le passage d'un ventricule à l'autre, c'était beaucoup réduit, et que finalement il avait très peu de conséquences, donc il n'y avait plus besoin d'opérer. Donc évidemment pour nous parents on était genre enfin voilà, quand on pouvait pas être plus heureux que ça ce jour-là, je pense. Je me sens qu'on était sur notre petit nuage, on s'est dit ah mais c'est fou, enfin voilà, c'est incroyable comme dénouement. Et même lui il nous dit mais qu'il en revenait pas en fait, parce qu'il nous a dit mais quand je vous ai vu la première fois, pour moi vous alliez au bloc, c'était sûr quoi. Enfin, donc voilà, donc nous avons été rassurés sur ce point-là, même si elle a toujours son trou, normalement ça n'aura pas d'impact dans sa vie, ni sur sa pratique du sport ou des choses comme ça. Donc c'est un peu notre inquiétude, mais non, il y aura normalement pas d'impact. Mais entre-temps, il y a eu des taches qui sont apparues sur ses jambes. Et donc, on a eu un rendez-vous avec une dermato. Bon, alors ces taches, en fait, c'était des taches blanches, comme si elle ne bronzait pas sur ces espaces. Donc, nous, au départ, on s'était dit que c'était parce que dans la voiture, voilà, elle avait dû prendre des couleurs, et avec la ceinture de sécurité, là, dans sa coque, ça avait dû faire ses marques, puisque c'est 2 bandes, en fait, sur les mollets, très, très nettes, qui ne bronzent pas. Et puis en parlant au généraliste qui savait pas ce que c'était, à la pédiatre, voilà, ils nous ont envoyé voir une spécialiste, la dermato enfant. Alors elle, pour le coup, beaucoup moins bienveillante que le cardiologue. En tout cas, pas du tout dans le même esprit. À savoir que la première chose qu'elle m'a dit quand même, c'est en même temps que vous l'avez mise au soleil, il faut pas mettre au soleil les bébés. En fait, je sais qu'il faut pas mettre au soleil les bébés. J'ai jamais mis bébé au soleil. C'est juste voilà, on était dans la voiture, bon bref. Peu importe. Pour elle, j'avais mis ma fille au soleil, c'était de ma faute si elle avait eu ses taches, et que c'était rien, et que c'était juste que voilà, qu'elle n'avait pas encore bien, comment dire, dissipé sa mélanine dans son corps, et que voilà, on verrait bien l'été prochain, mais que c'était rien et qu'il fallait pas la mettre au soleil. Bon, voilà. Ok, ça c'était ma réponse. Et puis quand même, comme elle avait
elle est née, elle était châtain clair, et que là, elle était devenue très blanche au niveau des cheveux, sauf une mèche. Je lui ai dit quand même, c'est assez bizarre, non? Et elle a pris en photo, elle m'a dit, bon, j'envoie une de mes collègues sur Bordeaux, si ça vous fait plaisir, en gros, voilà, parce que j'étais vraiment casse-pied. Et je vous rappelle dans la semaine si c'est quelque chose, si elle pense qu'il y a quelque chose. Bon, j'ai pas eu de nouvelles dans la semaine, donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est qu'il n'y a rien. Et puis 3 semaines après, il y a un numéro inconnu qui m'appelle, et en fait c'était la dermato pour me dire que en fait ma fille a du pibaldisme. Donc le pibaldisme, c'est une forme d'albinisme partiel. Ça veut dire qu'en fait elle a de la mélanine, alors que les albinos n'en ont pas. Donc elle a de la mélanine, mais elle est mal répartie dans son corps. Et donc elle a des zones qui vont rester blanches, complètement dépigmentées, et à l'inverse des zones ultra pigmentées. C'est vrai qu'on n'avait pas remarqué, mais elle a quelques taches brunes, mais on se disait que c'était des taches de naissance, quoi, classiques. Un peu, voilà, notamment derrière les cuisses et tout. Donc, voilà. On ne s'était pas posé la question, mais là, forcément, ça s'imposait à nous. Et donc, elle m'annonce ça en me disant, voilà, il y aura un rendez-vous généticien parce que c'est une maladie génétique. Et on vous en dira plus à ce moment-là. Donc on a pris rendez-vous, c'était en février, alors qu'on a eu cette nouvelle en septembre-octobre. Du coup, ça faisait beaucoup de temps à attendre. Mais voilà, donc on avait un diagnostic, ce qui est déjà un peu rassurant, entre guillemets, parce qu'au moins on sait ce que c'est. Voilà, on peut écarter d'office tumeur et tout comme ça, sauf que ça peut avoir des impacts sur la vue et sur l'audition. Donc forcément, on était un peu inquiet qu'elle développe des troubles de ce point de vue-là. Donc on a eu des rendez-vous avec l'ORL, avec l'ophtalmo, enfin bref, voilà. Elle a vu tous les spécialistes du monde, je pense, cet enfant, parce que c'est pas fini. En fait, entre-temps, lors d'un rendez-vous pédiatre, ma fille, elle n'était pas très mobile, hein. Elle tenait sa tête, mais elle se déplaçait pas du tout, elle était très très mal à l'aise sur le ventre. Du coup, en fait, lors d'un rendez-vous pédiatre, je lui ai dit, ouais, maintenant on la met assise parce qu'en fait elle n'arrive pas à s'asseoir toute seule et ça se voit qu'elle est gênée d'être tout le temps debout. Donc on l'assoit, alors que moi je suis plutôt pour la motricité libre, pour pas forcer un enfant à faire quelque chose s'il ne sait pas le faire lui-même. J'étais comme ça avec mes aînés. Et là elle m'a dit, c'est vrai qu'elle a quand même un tour de tête qui est anormalement gros par rapport à son corps. Donc au départ, elle l'a remarqué vers les 6 mois de ma fille, mais elle m'a dit au départ, je pensais que c'était dû à sa pathologie cardiaque, du fait qu'en fait elle grossisse pas beaucoup, ou en tout cas pas vite, que finalement ça expliquait qu'il faille qu'elle rattrape, tout ça, et que peut-être la tête augmentait plus vite. Et puis elle m'a dit non, mais on va quand même faire une IRM de contrôle parce que là, c'est bizarre. Et en fait, lors de cette IRM, ils ont repéré de l'hydrocéphalie, à savoir qu'en fait, l'eau de son cerveau ne s'évacue pas correctement vers le reste du corps, et donc il stagne. Sauf que s'il stagne, c'est qu'il appuie sur certaines zones du cerveau, et qu'en plus la tête augmente, parce que chez les bébés, la tête n'est pas soudée, hein. Vous avez la fontanelle qui fait que la tête peut grossir, et donc elle, sa tête grossissait, et probablement elle devait avoir des maux de tête, des choses comme ça, ce qui expliquait aussi en partie le fait que c'était un bébé qui pleurait pas mal. Donc voilà, sur ces nouvelles très réjouissantes, on a été sur Bordeaux, ils l'ont opéré en urgence. Voilà, donc ça, on n'a pas eu le choix, ça s'est passé très 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 vite, et je vous avoue qu'on a eu très très peur, parce que forcément, hein, une opération au niveau du cerveau, anesthésie générale, sur un tout petit comme ça, c'est toujours très inquiétant, surtout quand on est des parents, sachant qu'en plus, ils nous avaient bien expliqué que le pronostic vital était quand même engagés entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient confiance dans la médecine, et que voilà, ils pensaient bien que ce serait bon, mais ils peuvent pas nous dire juste ça va être bon. Ils sont obligés de nous dire qu'il y a des risques, et c'est vrai que forcément quand on est parent et qu'on entend qu'il y a un risque, on est inquiet, on a peur, quoi. Donc nous on a eu quand même bien peur, et finalement l'opération qu'ils lui ont faite, c'était juste un trou dans les ventricules, puisque c'est encore un problème de ventricule, décidément, elle a un gros souci de ventricule, cet enfant. Et en fait, donc dans les ventricules du cerveau qui se gorgeaient d'eau et qui ne drainaient pas le liquide, ils ont fait un trou, ça s'appelle une ventriculocysternoctomie, essayez de le dire très vite. Voilà. Et donc c'est un trou. Le problème, c'est que ça peut se reboucher, donc on avait beaucoup de contrôles. On mesurait son périmètre crânien quasiment tous les jours pour vérifier que ça augmente pas, parce que si le trou se rebouche, le problème revient en fait. Et il s'avère qu'au bout de 3 semaines, le trou ne s'est pas rebouché, mais par contre son périmètre crânien continue d'augmenter parce que le trou n'était pas assez efficace. Donc on est retourné faire une IRM qui nous a donc appris tout ça, et on est retourné sur Bordeaux pour faire une seconde opération. Et cette fois-ci, ils m'ont posé une dérivation péritonéale, donc c'est-à-dire c'est un tube qui part d'un de ces ventricules de son cerveau pour aller dans le péritoine. Le péritoine, c'est l'espèce de sac dans lequel vous avez vos intestins, voilà, qui peut donc éliminer le liquide plus facilement. Et donc voilà, le liquide est drainé donc par un tube. Alors en fait c'est assez, c'est pas compliqué comme processus, mais c'est pas facile à comprendre, qu'on ne comprenait pas du tout. En fait, vous avez un espèce de cathéter qui traverse votre cerveau, parce qu'en fait les ventricules d'eau du cerveau, ils sont
au milieu du cerveau. Donc vous avez un cathéter qui traverse votre cerveau, puis qui va dans un des ventricules, qui aspire de l'eau, entre guillemets, qui l'amène dans une valve de dérivation. Et cette valve de dérivation, elle est liée à un petit tube qui a la taille d'un spaghetti en fait, et qui passe sous votre peau jusqu'à dans votre ventre. Donc c'est tout à fait, enfin ça se voit pas du tout à part la valve qui est un petit peu, qui fait comment dire un peu de relief si vous voulez, si ma fille était belle. Voilà, vous avez la valve à cet endroit-là finalement, donc ça fait un tout petit relief. Donc si un jour elle veut faire de la danse et qu'elle doit se tirer les cheveux, ça se verra. Après bon, c'est pas non plus le pire truc du monde, hein. Franchement. Ça aurait pu être pire, hein, c'est pas très grave, on va dire. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire le deuil d'un bébé parfait. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça a été difficile pour nous d'accepter que notre fille, elle n'était pas normale, que bah, déjà, on ne pourrait pas la mettre au soleil à cause du pibalisme, qu'elle aurait forcément des complexes à un moment ou à un autre parce que bah, ses copines, elles iraient à la plage et qu'elle ne pourrait pas y aller, ou alors avec un pantalon, voilà, que peut-être ses copines elles allaient se moquer justement du fait qu'elle ait une valve. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On est toujours inquiet pour ses enfants, et là, du fait qu'elle ait plein de petites pathologies comme ça, bah, on l'est d'autant plus. Donc, toujours est-il qu'elle a cette valve qui aujourd'hui fonctionne très bien, puisqu'on a fait plusieurs IRM de contrôle jusqu'à présent et ça va bien. Au niveau motricité, ça va mieux aussi. Après, elle est très en retard par rapport à son âge, hein, puisque là, elle fait à peine du 4 pattes. Enfin, si elle fait du 4 pattes, allez. Mais voilà, elle se lève pas toute seule, et quand on la met debout, elle tient, elle tangue un peu, mais c'est normal. En même temps, sa tête est vraiment grosse par rapport au reste de son corps. Pour vous donner une idée, sa tête, elle fait 50,5 alors qu'elle pèse 8 kilos. Et pour vous comparer ça avec mon fils qui a 3 ans, donc c'est mon second, lui, sa tête, elle fait 49 cm encore. Vous voyez, donc elle a la tête plus grosse que son frère cadet, enfin, que mon enfant du milieu, quoi. Alors que bah, elle est beaucoup plus petite et beaucoup plus fine aussi, puisqu'elle ne fait que 8 kilos, alors que lui, il en fait déjà 14. Enfin, voilà, vous voyez le délire, quoi. Donc, c'est pas très facile pour elle à vivre, sachant que en plus de ça, bah, ça veut dire probablement parfois des maux de tête, puisque même si la valve est efficace, bon, bah, voilà, il y a des moments où peut-être quand elle est allongée ou des choses comme ça, où ça draine moins. Donc ils nous ont bien expliqué ça. Après, il faut être très vigilant parce qu'il peut y avoir des pannes matérielles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de contrôle pour le moment. Mais malgré tout, bah, quand même, ça se termine. Bon, c'est pas terminé, mais en tout cas, voilà, pour nous, on est beaucoup moins inquiets. On va beaucoup mieux que ce qu'on allait il y a quelques temps, hein, bien sûr. Vous imaginez bien hein, que quand on vous annonce que l'enfant a beaucoup de pathologies, bah, vous êtes très inquiet. Maintenant qu'on voit qu'au quotidien, bon, bah, pour le moment en tout cas, ça lui pose pas trop de problèmes, bah, on est rassuré, même si franchement, bah, c'est lourd de vivre avec un enfant qui a un suivi médical assez important, puisqu'elle elle va chez le kiné 2 fois par semaine. Elle a vu la pédiatre pendant longtemps, tous les 15 jours, plus les rendez-vous neurologues, plus les rendez-vous endocrino aussi, parce que du coup, le fait que ces ventricules du cerveau aient été un peu gorgés d'eau, ça a appuyé sur l'hypophyse. Maintenant, je suis calée en médecine, hein, sur l'hypophyse. Et l'hypophyse, c'est l'organe du cerveau qui distribue les hormones, dont les hormones de croissance. Et donc, ce qui expliquerait peut-être pourquoi elle est si petite. Enfin, si petite, elle n'est pas non plus mini, mais voilà, pourquoi elle est moins grande, on va dire, que ses frères au même âge. Donc voilà, les rendez-vous, bah, c'est assez lourd. Ça veut dire, on fait au moins, avec des spécialistes, on a au moins 2 rendez-vous par mois, puisqu'on continue de voir le cardiologue, on continue les suivis ophtalmo, dermato, enfin tout ça pour son pibalisme, hein, puisque ça c'est une pathologie qui ne partira pas. On a vu des généticiens entre-temps, qui essayent de faire un lien entre toutes les pathologies qu'elle a développées, parce que pour eux, c'est très rare d'avoir comme ça plusieurs pathologies par hasard. En fait, pour eux, il doit y avoir un truc génétique qui expliquerait tout ça, sachant que peut-être c'est juste voilà, un bug au niveau chromosomique. C'est pas forcément lié à nous, ses parents, en fait, hein, c'est peut-être juste que voilà, au moment de sa conception, il y a eu un bug. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas grave, vous voyez bien, hein, c'est pas grave, c'est juste que c'est lourd au niveau du suivi, et que quand c'est notre enfant, on est toujours beaucoup plus inquiet, et puis on se projette sur l'avenir. C'est-à-dire que par exemple, la valve qu'elle va garder à vie, hein, ça c'est un protocole qu'elle aura pour toujours, et on se dit le jour où ça tombe en panne, si elle est en voyage scolaire par exemple, comment ça se passe, voilà, qui va la prendre en charge, est-ce que les hôpitaux sauront. On nous a expliqué qu'aux États-Unis par exemple, il fallait avoir un pass spécial pour expliquer que vous avez un truc dans le cerveau, qui explique pourquoi vous sonnez au portique. Enfin voilà, c'est des trucs bêtes, mais qui voilà, qui en fait pas nous inquiètent, mais voilà, nous questionnent.
Et voilà, même ne serait-ce que le tube dans le cerveau, je me sens que son père, la première chose qu'il a demandé au neurochirurgien, c'est est-ce que ça va lui poser problème si un jour elle va avoir des enfants, parce que c'est vrai que c'est dans le ventre, donc possiblement ça peut être problématique. Donc voilà, donc lui, il nous a bien dit qu'a priori non, donc voilà, mais que ne pouvait pas se projeter encore jusque là-bas pour le moment, donc d'essayer de se déstresser, mais voilà, le neurochirurgien, pardon, a été quand même assez sympa. Enfin, voilà. D'ailleurs, quasiment, à part la dermato, tous les professionnels de santé qu'on a vus sont très compréhensifs. Ils sont très sympas et très disponibles aussi. C'est-à-dire que tous m'ont donné leur numéro de téléphone, perso. Si jamais on avait des questions, si jamais... voilà, tous, ils ont été... Enfin voilà, toujours disponibles quand on en avait besoin. Après, bon, je vous avoue que nous, on n'a pas utilisé ces numéros de téléphone parce que tout simplement, on n'est pas des gens qui osent nous déranger. Et puis de toute façon, voilà, on avait tellement de rendez-vous qui se suivaient qu'on pouvait très bien demander aux spécialistes suivants. Donc voilà, sachez qu'en tout cas, voilà, au niveau médical, je trouve quand même qu'on a été super bien pris en charge et super bien accompagné. Donc ça, c'est quand même hyper rassurant quand on est parent. Aujourd'hui, donc on est beaucoup moins inquiet, même si évidemment tout ça c'est pas vraiment fini, mais bon, malgré tout ça va mieux. Donc par contre, elle dort très très mal, ça je vous l'avais expliqué. Donc c'est pour ça qu'on a été voir une kinésiologue et je voulais vous faire un petit retour parce que c'est vrai que vous étiez nombreux à ne pas connaître. Donc c'est un truc qui consiste à travailler avec votre inconscient. Donc évidemment ma fille elle peut pas vraiment répondre de son inconscient. Donc on travaille sur les parents pour les enfants parce que généralement les traumatismes des enfants sont liés aux parents. Donc là elle a fait une séance sur moi puis une séance sur son papa et il s'avère que c'est son papa qui a quelques traumatismes de cette hospitalisation, ce que je comprends totalement. Hein. Et donc écoutez, on est en train de faire les rendez-vous, ça porte plus ou moins ses fruits, on ne sait pas si c'est ça ou si c'est juste qu'elle va mieux et donc elle dort un peu mieux, elle se réveille moins parce qu'avant elle se réveillait toutes les heures minimum et là elle se réveille, allez, on va dire 2-3 fois par nuit. C'est beaucoup mieux, franchement ça paraît énorme comme ça, mais en fait quand vous êtes réveillé toutes les heures avant, en fait une fois, deux, trois fois par nuit, ça représente quasiment plus rien, donc voilà, c'est largement gérable. Et puis c'est tout, enfin c'est déjà pas mal je pense. Donc je crois que valait mieux que je fasse une vidéo entière là-dessus parce que sinon c'était un peu compliqué à expliquer. J'espère que j'ai été plutôt claire dans mes explications. J'espère aussi que pour ceux éventuellement qui connaissent des gens qui ont des enfants qui sont un peu malades, voilà, que ça pourra vous aider pour ceux qui ne connaissaient pas ce type de pathologie parce qu'apparemment c'est courant. Moi je ne connaissais pas du tout, mais apparemment ça arrive quand même régulièrement. Et du coup, pour finir, je vous aurais bien donné les phrases, les éléments qui m'ont pas plu par rapport aux réactions des autres face à la pathologie, aux pathologies de ma fille. À savoir les comportements, quand on a un enfant normal, à éviter absolument. C'est-à-dire que souvent les gens, pour nous rassurer, ils nous ont dit oh mais ça va, je connais le cousin de machin de truc qui avait ça et lui va très bien. Alors ça, franchement, je pense que c'est la phrase la pire que j'ai entendue. Après, tout me dire, peut-être que ça peut rassurer certains. Moi, ça m'a pas rassurée. Au contraire, je trouvais ça super déplacé parce que c'est pas parce que votre entourage, ça s'est bien passé que ça se passera bien pour tout le monde. Je sais pas je sais pas si c'est clair, mais je trouve que c'est super maladroit en fait. Ah non, mais ça va bien se passer. Non, à la rigueur, tu peux dire j'espère que ça va bien se passer ou voilà. Mais pas ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est maladroit. Ensuite, autre chose, par contre, qui nous a un peu aidé, c'est les pensées. Juste, voilà, un petit texto qui dit, voilà, je pense fort à vous, je vous trouve très courageux. Voilà, un truc un peu réconfortant, quoi. Pas je vous souhaite du courage, parce qu'on ne souhaite pas du courage à quelqu'un, mais voilà, le fait de nous trouver courageux, ou de dire que, voilà, que ce qu'on était en train de dire, c'était pas facile, et qu'ils en avaient conscience, tout ça, je trouve que ça c'est plus cohérent, on va dire, avec ce qu'on vivait, et ça nous a plus aidé que les ah non, mais moi je connais quelqu'un. En fait, on s'en fiche de qui tu connais. Nous, c'est notre fille, en fait, c'est la chair de notre chair, et ça suffit pas un témoignage de quelqu'un qu'on connaît vaguement sur la sœur de sa cousine par alliance, du père de son ami. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, c'est vraiment. Après, je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, mais voilà. Autre chose, c'est les parents des enfants entre guillemets normaux, je me mets dans l'eau puisque j'ai 2 garçons normaux, en tout cas sans pathologie, qui viennent vous dire, quand vous dites oui, par contre elle est un peu en retard parce que elle marche pas encore, machin,
Ah oui, non, mais moi, j'ai marché à 18 mois. Oui, non, mais toi, t'as marché à 18 mois parce que juste, t'es un sale feignant. Elle, c'est parce que physiologiquement, elle peut pas le faire. Donc, on espère qu'un jour, elle y arrivera, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on dit pas qu'elle est nulle parce qu'elle arrive pas à marcher. En fait, on s'inquiète pour l'avenir parce qu'on a peur qu'elle ne puisse pas le faire. Et sauf que les gens, ils disent, ah, mais moi, à 18 mois, je marchais toujours pas. Oui, d'accord. Mais toi et ma fille, vous n'êtes pas pareil parce que toi, en fait, tu n'as pas de pathologie. Donc, forcément, c'est moins inquiétant. Enfin, voilà. Je sais pas comment. Je sais pas si je suis claire et je voudrais pas du tout vous mettre mal à l'aise si vous avez eu un jour ce type de phrase pour les parents parce que ça arrive à tout le monde. Je veux dire, moi, la première qui avait 2 enfants qui ont marché assez tôt, j'ai toujours dit aux gens ah non, mais chacun son rythme. Non, mais chacun son rythme. En fait, quand vous vivez une période où il faut qu'elle apprenne à marcher parce que bah, vous êtes inquiet, vous avez peur qu'elle ne marche jamais sinon, le chacun son rythme, on a juste envie de baffer la personne, quoi. Ceci étant dit, je ne bafferai personne, hein, on est d'accord. Vous avez le droit de me le dire. Voilà, je me suis un peu, entre guillemets, blindée maintenant. Je prête plus trop attention à tout ça parce que je sais qu'en plus les gens, ça part d'une bonne intention, mais quand vous êtes dans le dur, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple nous, entre nos 2 opérations, on n'a pas envie d'entendre tout ça, quoi. Juste, voilà, des mots d'encouragement, du soutien, c'est énorme parce que ça fait vraiment plaisir. Parfois, vous avez du soutien de gens, vous y attendez tellement pas. Enfin, je sais que, bah, encore une fois, j'ai des collègues à qui je parle quasiment jamais, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont demandé régulièrement des nouvelles, qui m'ont demandé comment ça se passait, les opérations, les rendez-vous, voilà, qui m'ont souhaité, enfin, voilà, bah, tout le meilleur et qui l'ont fait avec beaucoup de justesse, en fait, et pas du tout de maladresse. Donc, comme quoi ça arrive aussi, hein. Mais voilà, si déjà vous êtes là, on va dire, par un petit message, par tout ça, par des petites attentions, bah franchement, c'est hyper plaisant. Donc si jamais dans votre entourage, quelqu'un connaît, voilà, connaît des soucis avec, bah, pour sa propre santé ou pour ses enfants, encore une fois, n'hésitez pas à prendre des nouvelles, à dire que voilà, vous pensez à eux, enfin voilà, des choses toutes simples mais qui vraiment font chaud au cœur parce que bah, vous vous sentez moins isolé, parce que vous vous dites qu'il y a quelque part quelqu'un qui a de l'empathie pour vous et vous vous sentez un peu soutenu et ça fait du bien. Voilà, donc écoutez, je pense que là, j'ai bien déblatéré sur cette histoire. Son intimité est révélée au grand jour, hein. Je pense qu'au niveau VE, on est au maximum. Mais en même temps, je me dis que c'est vrai que ces 3 pathologies qu'elle a eues, donc la CIV, le pibaldisme et l'hydrocéphalie, c'est pas des choses qu'on entend tous les jours, même si c'est apparemment, d'après le service de neurochirurgie où on a été reçu et où elle a été opérée, c'est une pathologie très courante et assez bénigne, donc ce que j'entends totalement. Bon, ça reste une intervention au niveau du cerveau, hein, ça reste quelque chose qui peut avoir des conséquences. Mais voilà, disons que aujourd'hui, je me plains pas du tout. Franchement, et je me plaignais pas dit, franchement, c'est entre guillemets la pathologie la mieux qu'elle aurait pu avoir dans ce sens-là. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils nous ont dit si j'avais pu choisir une pathologie, ce serait celle-là parce que on la soigne facilement. C'est-à-dire qu'au niveau cardiaque et au niveau cérébral, on est quand même à la pointe de la technologie. Enfin, les opérations se passent quand même globalement très bien. Et ça, ils nous l'avaient bien fait comprendre. Et c'est vrai que ça nous avait quand même pas mal rassurés. Même s'ils veulent pas donner de chiffres, parce que c'est vrai que si on vous dit bah, 99% des opérations fonctionnent, quand vous êtes dans le 1%, bah, en fait, vous n'en avez rien à faire que pour 99 autres personnes, ça soit bien passé, quoi. Enfin, clairement. Donc, ils nous disent pas de chiffres, mais ils nous ont tous dit, tous rassurés sur le fait que c'est des opérations qu'ils pratiquaient couramment, qui étaient quand même très bien maîtrisées, parce qu'il y a d'autres organes qui sont beaucoup moins connus et en tout cas dont on maîtrise moins les interventions. Donc là, c'est vrai que ça nous avait rassurés. Donc du coup, j'ai arrêté de colorier, hein, vous avez remarqué. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça nous a quand même pas mal rassurés, le fait qu'il nous ait dit que c'était des choses qui se soignaient, entre guillemets. En tout cas, ça se soigne pas, rien de ce cas-là ne se soigne, entre guillemets, mais que ça pouvait être pris en charge assez facilement. Donc c'est vrai que ça nous avait rassurés. Et puis bah voilà, hein, on a été très bien pris en charge et très bien accompagnés. Et c'est vrai que ça c'est quand même un point fort de notre système de santé, il faut l'avouer, hein. On n'est pas content de payer la sécu, mais en même temps, franchement, on aurait été aux États-Unis, je pense qu'on aurait été clairement dans le caca pour payer tout ça. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces pathologies et si éventuellement voilà, vous connaissez quelqu'un qui a suivi de telles interventions ou des choses comme ça. Et commencer maintenant à l'âge adulte, parce que c'est vrai que nous on se questionne beaucoup, en fait, notamment sur cette fameuse dérivation, puisque bah, c'est quelque chose qui est dans son corps. Et forcément ça nous questionne hein, sur l'avenir qu'on ne partagera pas nécessairement avec elle, puisque bah, à un moment, j'espère qu'on mourra avant elle. Et donc voilà, on aimerait bien pouvoir voilà, se projeter pour elle, parce que c'est pas évident d'être parent et de ne pas savoir
de pas savoir de quoi sera fait l'avenir là-dessus. Donc si vous avez des connaissances pour le coup, bah là je les veux bien, donc je les demande. Quand le parent demande, c'est différent hein, de juste j'ai envie de donner des bonnes nouvelles et de parler de l'oncle, de la tante, de la cousine Janine. Hein. Voilà, donc là, si jamais vous connaissez l'oncle, de la tante, de la cousine Janine qui a ce type de protocole, à savoir une dérivation ventriculo-péritonéale, n'hésitez pas à me dire si à l'âge adulte, bah, ça se supporte facilement et si ça tient dans le temps, parce qu'en fait, on nous a bien expliqué que probablement ils allaient devoir la réopérer un peu plus tard pour lui changer la valve, parce que ça avait une durée de vie limitée. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences si vous connaissez un peu l'hydrocéphalie ou même le pibaldisme, parce que c'est très méconnu, enfin en tout cas moi je connais très mal aussi. Donc pour me dire comment ça peut évoluer toute cette histoire. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Je vais finir mon petit colo et puis on se retrouve, je ne sais pas quand, bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.